Salut à tous. Cette vidéo n'est pas vraiment destinée à faire des vues ou à ce que des gens la regardent, mais plutôt à ce que je garde une trace de toute cette réflexion. Dans cette vidéo, je vais essayer de déterminer ce que je dois faire, ou non d'ailleurs, de ma vie, et notamment dans les prochains mois. La question principale que je me pose, c'est vaut-il mieux continuer les études? Vaut-il mieux se mettre à temps plein dans YouTube, par exemple, et dans mon entreprise? Vaut-il mieux chercher un entre-deux? Bref, que faut-il faire? Ces derniers mois, et même ces dernières années, puisque ça fait quand même plusieurs années, l'activité principale qu'il y a dans ma vie, c'est les études. Avant, c'est collège, puis lycée, puis prépa. Mais on peut constater néanmoins une grande augmentation du temps nécessaire de travail depuis la prépa, bien évidemment. Faut-il continuer? Je pense que la meilleure manière pour déterminer ça, c'est de prendre une feuille comme j'ai et de lister d'un côté les avantages qu'il y a à continuer et de l'autre côté de la feuille, lister les inconvénients. Ça, c'est vraiment la manière de base de réflexion. Et les avantages, si je continue la prépa, dans un premier temps, c'est tout simplement la possibilité, parce que s'il n'y a pas non plus la certitude, mais il y a la possibilité d'entrer dans une grande école. Parce que c'est le pourquoi des prépas, c'est pourquoi tu fais une prépa pour entrer dans une grande école. Donc là, on n'évoque même pas tout ce qui est master ou sortie de secours, c'est vraiment grande école. Donc on va penser à HEC, ENS, etc. On va rester dans cette première partie un certain temps. Imaginons qu'on soit entré dans une grande école. Franchement, peu importe, ça peut s'appliquer à absolument tout, du moment que c'est une école. Soit ça va être payant, soit on va être payé, je pense par exemple à HEC, ENS. Et dans tous les cas, ça dure 3 ans. Et les avantages, c'est, petit 1, la constitution d'un réseau, qui va être relativement important pour le développement de mes projets professionnels. Par exemple, si je veux continuer l'entrepreneuriat, c'est utile d'avoir un réseau. Il y a également le gain de connaissances. On va mettre gain de connaissances parce que mine de rien, même si j'ai beau critiquer, c'est probable qu'en ces 3 ans, on apprenne des choses. On va mettre gain d'expérience également parce qu'il faut prendre en compte le fait que on apprend plus que ce qu'il y a dans les cours dans ces écoles parce qu'il y a tout l'aspect social, communication, etc. Et bien évidemment, faut pas oublier prestige. Entre parenthèses, respect, je vais mettre parce que c'est sous-entendu ce qui fait que ta parole, tes pensées vont avoir une valeur. Parce qu'en France, on est dans un système où les diplômes ont énormément d'importance. Et pour être écouté, c'est très utile d'en avoir un. Donc prestige, diplôme, quoi. On a un diplôme, donc on peut avoir un travail plus facilement, les gens nous écoutent, etc. Possibilité d'entrer dans une grande école, donc premier point. Ensuite, il y a, en deuxième grande partie, bien évidemment, le gain de connaissances qui sont dans la prépa. Il n'y a pas que des gains de connaissances dans les grandes écoles. Parce que ça apporte quand même beaucoup de faire la prépa. Donc gain de connaissances, dans mon cas, ça va être des connaissances plutôt économiques. Et donc on peut noter compréhension du monde qui nous entoure. Compréhension du monde. Même si je suis déjà à la majorité, il est probable qu'en continuant le cursus, je comprenne mieux le monde d'ici 6 mois. Parce que c'est quand même très axé, tu vois, la macro, tu comprends, même si c'est d'un point de vue économique, c'est quand même la compréhension du monde. Donc gain de connaissances, c'est pas négligeable. Qu'est-ce qu'on pourrait possiblement mettre d'autre? Qu'est-ce que peut m'apporter la prépa?
ça apprend la discipline, parce que t'as tellement de travail que tu apprends à être discipliné. Est-ce que c'est positif? Parce que discipline, à la fois, tu peux dire ça demande de la discipline, donc ça demande ton temps, ça demande de la concentration, etc. Donc c'est négatif. Mais à la fois, c'est positif d'apprendre à être discipliné, parce que ça va te permettre plus tard dans ta vie de pouvoir travailler plus, pour réaliser plus de choses. Donc ça, je vais mettre utile pour réussir. C'est indéniable qu'apprendre à travailler qualitativement et quantitativement d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre, est utile, surtout si tu as des objectifs élevés. Ça, je pense que c'est à peu près tout. On peut rajouter des points qui sont moins à prendre en compte mais qui restent importants. Par exemple, le fait que c'est la facilité. Pourquoi je dis que c'est la facilité? Ça peut paraître un peu illogique, mais pour moi, malgré le fait que les études ce soit difficile parce qu'il faut travailler, je veux dire que c'est la voie de la facilité parce que c'est une voie relativement facile. Enfin, tu dois travailler, je dis pas le contraire, et je sais ce que c'est, mais c'est pas une voie où tu risques ta vie, où tu dois travailler, faire des trucs durs physiquement, éprouvants psychologiquement. Enfin, dans une certaine mesure, tu vois, c'est pas la facilité, genre ne rien faire de ses journées, etc. C'est la facilité comparée à ce que tu pourrais avoir. Par exemple, enfin, c'est la manière facile de réussir, on va mettre facilité. Ouais, c'est très très mal expliqué. On va mettre également facilité, ça va aussi pour le contexte familial, les proches, etc. Parce que quand tu es dans une situation de décrochage scolaire, t'es la cible d'inquiétude, ce qui n'est pas non plus facile à vivre psychologiquement. T'es la cible de... J'ai pas le mot, mais préoccupation. Parce que tes proches qui comptent sur toi pour que tu donnes le meilleur de toi-même, etc., vont potentiellement, je vais mettre éviter la déception. Éviter la déception. Parce que il faut considérer qu'arrêter la prépa est quand même un gros échec. Parce que ça fait que j'aurais perdu, entre guillemets, 1 an et demi de ma vie. Mais bon, ça, c'est les avantages. Il faut prendre en compte néanmoins, donc inconvénient. Grand 1, risque d'échec, malgré le fait qu'on continue. Je m'explique. Malgré le fait que je vais présenter les concours de l'ENS, absolument rien ne me garantit que je vais être pris. Pareil pour HEC. Et même pareil pour les autres écoles plus petites. Je n'ai pas un très bon niveau. Je suis dans une des meilleures prépas de France. Oui. J'étais pas dans les derniers. Là, comme je suis relativement bas, tu vois, on va dire psychologiquement. Donc j'ai fait de la merde, donc je suis de nouveau dans les derniers, mais même j'ai l'opportunité de rentrer, que ce soit des écoles, je sais pas, du style EDEC, EM Lyon, tout ça, c'est des trucs qui sont pas extrêmement sélectifs, enfin, par rapport à HEC par exemple. Et sinon, il y a toujours les voies de secours, genre les masters. Donc je vais mettre risque d'échec, ce qui aurait un impact encore plus négatif psychologiquement, parce que en plus d'avoir échoué, j'aurais perdu 6 mois en plus. Mais il ne faut, ça c'est, je suis très formel, il ne faut jamais abandonner avant d'avoir essayé. Donc je pense que risque d'échec, ça ne compte pas. Dans mon raisonnement, c'est pas parce que j'ai une chance d'échouer au concours que je vais ne pas tenter. Ça, je pense pas que ça va interférer. Le deuxième très grand inconvénient, c'est l'impossibilité de faire autre chose. Je m'explique. Si tu veux continuer la prépa, je considère que si tu veux faire quelque chose, il faut le faire bien.
on m'a souvent dit, tu peux faire les choses à moitié, faire un peu de ce que t'aimes, un peu de la prépa, et tant pis si t'es moyen dans les deux. Je ne peux pas concevoir ça parce que c'est stupide. Si tu passes, je sais pas, 8 heures par jour en cours et que tu as 4 heures par jour en plus où tu dois faire tes devoirs, travailler, tu as 12 heures par jour où tu dois travailler pour la prépa, tu vas pas faire le con et travailler à 60% de ton efficacité et du coup tout rater, parce que si tu te donnes pas à fond, tu es sûr d'échouer, ça y a absolument aucun doute, et du coup juste littéralement perdre ton temps. Tu apprendras quelques petits trucs, mais c'est stupide. Donc, si on continue la prépa, on y passe 10 à 13 heures par jour, on fait ça bien. C'est pas discutable. Donc, impossibilité de faire autre chose, notamment des choses qui permettent de garder. Des choses qui permettent. Je ne saurais pas le dire, mais des sources de satisfaction, notamment sources de satisfaction. Par exemple, le contact social avec tes amis, des soirées entre amis. Par exemple, faire des vidéos YouTube, faire des lives. Par exemple, partir en vacances avec sa famille. Bref, faire des choses agréables. À la place, tu as des sources de satisfaction mauvaises, parce que ton cerveau en a quand même besoin, qui mènent d'ailleurs à des addictions. Par exemple, le contenu court qui va te faire des shots de dopamine et qui te permet de te stimuler, ou les séries Netflix. Et même pour certaines personnes, c'est l'alcool, la drogue, des trucs comme ça. C'est pour compenser en réalité. Donc c'est assez négatif. Donc on va mettre impossibilité de faire autre chose, certes. On va mettre tout de même, grand 3, il faut pas que je mette des mots trop forts, parce que le premier mot auquel je pense pour le titre de cette partie, c'est souffrance psychologique. Mais c'est pas ce que vous pensez. On va mettre que c'est éprouvant. C'est pas un très bon titre de partie. Mais pourquoi c'est éprouvant? Parce que stressant, je vais mettre. Éprouvant, stressant. Parce que toutes les semaines, tu as des DS, tu as des calls, et la plupart du temps, tu rates. Là, j'étais vraiment un peu tout en bas parce que j'ai complètement foiré, j'ai eu des notes catastrophiques. Ce qui fait relativiser un peu et qui, en réalité, donne envie d'arrêter, parce que quand tu as des notes aussi basses, c'est que tu n'as vraiment pas le niveau. Et que je dis pas que c'est impossible. Attention, entendez bien, je ne dis pas que c'est impossible de travailler suffisamment jusqu'au concours pour l'obtenir, mais je dis que ça demande une quantité telle de concentration, de travail et du coup de motivation slash discipline qu'il faut avoir envie. Il faut avoir envie d'avoir le concours pour réussir. Et je suis convaincu à 100 000% que si j'avais envie d'avoir le NS, si j'avais envie d'aller dans une école de commerce, je pourrais travailler sans aucun problème. Mais ce n'est pas le cas. À la limite, ce que j'apprends, comme on l'a vu dans les avantages, ça me permet d'obtenir une meilleure compréhension du monde, ça me permet d'apprendre des choses, ça me permet d'apprendre la discipline, à travailler bien. Et ça, je l'ai déjà appris beaucoup en 1 an. Et c'est super. Mais je ne suis pas motivé pour aller dans une grande école. Très honnêtement. Et ça, je pense qu'il faut qu'on le rende d'une manière ou d'une autre dans les inconvénients. Parce que retournons dans les grandes écoles, mais cette fois d'une manière plus objective. Pas que les avantages que nous apportent ces grandes écoles.
On a mis réseau, gain de connaissances, gain d'expérience, respect, diplôme. En fait, je pourrais mettre la même chose dans les inconvénients. Parce que si on le fait, c'est pas pour le gain de connaissances, très honnêtement. Parce qu'on peut pas dire qu'en école de commerce, on apprenne grand-chose. À l'ENS, peut-être, je dis pas. Parce que c'est différent, c'est pour être prof, c'est quand même plus sérieux. Mais bon, n'allez pas me dire que les écoles de commerce sont recherchées pour le gain de connaissances. Elles sont recherchées pour le diplôme facile, pour la constitution de son réseau et pour faire la fête, globalement. Gain d'expérience, gain de connaissances, c'est un peu bullshit et c'est plutôt pour les grandes écoles du style Polytechnique, ENS, que pour les écoles de commerce. On peut le mettre pour HEC parce que c'est un peu un cas particulier, HEC, parce que c'est vraiment une grande école, mais bon. Je pense que ce qu'il faut là, c'est faire une petite pause et réfléchir. Il faut faire le scénario. Si je suis pris, on va faire les écoles que je peux atteindre en travaillant. Donc on va mettre ENS. On va considérer que je peux intégrer l'ENS, que je réussis les oraux et que je suis intégré. Outre le fait que je suis convaincu que c'est très chiant, il y a un avantage, c'est qu'il y a beaucoup de temps libre. Je peux travailler sur mes projets à côté, contrairement à cette année, et je suis payé. Ça, c'est des avantages. Désavantages, je dois 7 ans à l'État. Avantages, je peux les racheter. Mais je pense qu'il y a un tel gain de prestige que tous les aspects négatifs sont annihilés en général. Parce qu'une fois que tu as fait le NS, peu importe ce que tu dis, les gens lambda ils se taisent parce que ils ont conscience d'être un peu débiles, quoi. Et si tu as le NS, ça veut dire que t'es pas complètement débile non plus. C'est une manière débile de voir les choses, je pense, mais c'est le cas. C'est-à-dire que tu vas pas vraiment débattre avec un mec qui est à Harvard, enfin qui est prof à Harvard, qui est à Harvard, qui a fait le NS, parce que tu te dis de base, bah, il est plus intelligent que moi. Moi, j'ai fait quoi j'ai rien fait. Pourquoi je dirais quelque chose? Sauf que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est réellement intéressant? Ce gain de prestige, ce respect, ce diplôme, ainsi que la constitution de son réseau, ça permet quoi? Ça permet de monter dans l'échelle sociale. Ça permet de pouvoir, dans mon cas par exemple, ouvrir des entreprises plus facilement, obtenir des financements plus facilement, avoir la confiance des investisseurs et la confiance des clients. En fait, si vous ne l'avez pas encore percuté, il y a un point gênant, c'est que faire l'ENS, dans mon cas en tout cas, c'est pas faire l'ENS pour moi, c'est faire l'ENS parce que ça va changer la vision que les autres ont de moi sur divers sujets. Par exemple, les investisseurs, ça va leur faire qu'ils ont confiance. Mes proches, ça va faire qu'il y a prestige et respect. Sauf que, s'il y a aussi une chose que je crois, c'est que il est très important pour rester sain mentalement et pour être réellement en harmonie avec soi-même. Ce qui est important, c'est de faire ce que l'on a envie soit et pas ce que les autres ont envie de voir. Enfin, pas faire quelque chose parce qu'on a envie que les autres nous voient d'une certaine manière. Parce qu'en réalité, je suis convaincu que les autres, ils en ont rien à foutre de moi et des autres. En fait, chaque individu s'intéresse à sa propre personne et très secondairement aux autres. Il y a des vrais avantages qu'on a évoqués, le gain d'un réseau, le gain de prestige là, qui te permettent d'obtenir des financements, etc. C'est des vrais avantages concrets. Mais je ne suis pas convaincu que ça ait réellement une importance dans la vie. Ça peut aider. Par exemple, si l'objectif est l'accumulation de richesses, ça peut aider.
Si l'objectif est de réussir socialement, d'être bien perçu, de devenir célèbre, etc., même pour devenir youtubeur, je suis convaincu que faire l'ENS, c'est extrêmement utile parce que il y a beaucoup d'exemples, mais si tu es pris à l'ENS, tu as énormément de gens qui vont regarder tes vidéos juste parce que tu as été pris à l'ENS. Il n'y a pas besoin d'autres raisons, c'est pris à l'ENS, ta parole a de la valeur, donc on va t'écouter. Ce qui est un peu triste. Pour les écoles de commerce, c'est encore pire. Parce que c'est tout pareil, niveau prestige, niveau confiance, mais en moins bien. C'est-à-dire que tu vas avoir un réseau moins bon, tu vas avoir moins de prestige, ton diplôme a moins de valeur, les gens vont te faire moins confiance. Donc le raisonnement est le même, mais en moins bien. Donc suivant ce raisonnement, il faut surtout pas que je vise une école un peu bas de gamme, école de commerce qui n'est pas HEC. Il faut que je vise ENS à tout prix et que j'aille à l'ENS, parce que dans le raisonnement, je suis pris à l'ENS. Si je vais à l'ENS, est-ce que c'est réellement la voie qui m'apportera le plus de satisfaction? Est-ce que c'est réellement la voie qui me permettra d'être la meilleure version de moi-même? Très honnêtement, je suis persuadé que l'ENS a beaucoup à m'apporter, parce qu'il y a probablement un enseignement très qualitatif. Mais je ne suis pas convaincu que c'est la version de moi-même que j'aimerais devenir. Parce que c'est une version très scolaire, très conventionnelle. Et je vois très bien le profil de ceux qui ont rejoint l'ENS, c'est des personnes admirables, extrêmement aspirantes, très intelligentes. Mais c'est pas nécessairement le style de personne que j'ai envie de devenir. Je sais que c'est pas un moule et qu'on peut faire absolument ce qu'on veut après, mais je pense néanmoins que ça forme ton esprit d'une certaine manière et je suis quasiment convaincu que si je rejoins effectivement l'ENS, je vais finir par travailler soit au ministère, soit à la banque, avec à côté un job de prof dans une prépa. Comme le font pas mal de profs actuellement dans la prépa. Est-ce que c'est positif? C'est extrêmement difficile de répondre à ça. Parce que c'est très difficile de se projeter quand on a 19 ans. Parce que là, on parle de qu'est-ce que j'ai envie d'être à 30 ans? Si j'ai envie d'avoir de la stabilité, un très bon salaire, potentiellement une famille, cette voie est la meilleure. Mais le problème, c'est que je ne sais pas du tout ce que je veux. J'ai pas d'objectif particulier, j'ai pas le besoin particulier d'avoir une famille. C'est très probable qu'avec le temps, j'en ai une parce que statistiquement, c'est quand même assez courant. Mais est-ce que j'ai besoin de gagner 10-15 000 euros par mois? Est-ce que j'ai besoin d'être un exemple, un modèle ultime? Non. C'est mieux, hein, c'est très bien parce que du coup tu peux avoir des résidences secondaires, tu peux manger des trucs plus chers, aller au restaurant. Mais je ne suis pas convaincu que ça apporte grand-chose. En fait, ça peut paraître bizarre, mais je considère qu'aller à l'ENS, c'est opter pour une vie, tout ce qu'il y a de plus normal. Parce que je suis conscient du fait que c'est pas nécessairement le normal de la globalité de la population, parce que tu as une infime partie de la population qui va atteindre de tels trucs. Mais la différence entre une personne qui a fait l'ENS, qui va devenir prof, maître de conférence,
ou chercheurs, ou même travailler à la Banque de France, au fisc, etc. Et des personnes qui ont juste un master, enfin c'est déjà super, mais qui ont un master, qui vont travailler pour des jobs un peu moins bien, et des gens qui ont juste une licence, qui ont travaillé pour des trucs encore un peu moins bien, c'est, je pense, la même chose avec juste un écart de salaire. Et ça fait que tu as littéralement maintenant une grande majorité de la population, enfin une immense partie de la population en tout cas, qui est dans cette situation-là. Donc c'est un travail de bureau ou ton travail est relativement sympathique. Je ne suis pas du tout dans le discours rat race où le travail rend malheureux, etc. Je vois ce que c'est, je pense que ça, c'est pas que ça rend malheureux, je pense que c'est simplement que ça rend pas nécessairement heureux. Ce qui rend heureux, c'est le salaire que tu as. Admettons, on va dire à peu près 10-15 000 euros par mois, parce que c'est des trucs relativement réalistes, qui sont pas trop, pas inatteignables, quoi. C'est si tu fais des bonnes études, que les premières années de ta vie, enfin de ta vie de travailleur, tu places ton argent intelligemment, et du coup tu obtiens en plus de ton salaire un peu de rente, c'est pas du tout déconnant. Bah, c'est sûr que tu peux faire plein de choses. Après, c'est des métiers où tu travailles aussi énormément. Ma feuille commence à perdre un peu de son sens. Donc on va essayer de se recentrer et on va faire une petite pause en parlant de si j'arrête. Parce que là on a fait la feuille si je continue, quelques avantages, quelques inconvénients. On a vu que globalement, pour l'instant, continuer semble être la meilleure solution. On n'a pas présenté l'autre, donc c'est normal. Ça semble être une bonne solution. Mis à part le fait qu'il y a un risque d'échec conséquent et que c'est stressant, / éprouvant, ça ouvre des portes très qualitatives, de telle sorte à ce que ce soit non négligeable. Alors pourquoi arrêter? Admettons que j'ai arrêté. On refait une autre feuille avec toujours avantage, inconvénient. Je pense que l'envie d'arrêter provient du fait que je suis actuellement dans le cas 1, je suis actuellement dans cette case-là, dans la feuille 1, en prépa, et que le fait que je ne sois pas heureux me fait penser, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, qu'en arrêtant, je serai plus heureux. Sauf que dans la réalité, que j'arrête ou que je continue, je serai très probablement malheureux dans les deux cas. Je ne dis pas, on dirait un peu le discours d'un Calimero là, qui fait que râler. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas convaincu qu'il y ait une corrélation directe entre ce que je fais au quotidien et mon bonheur. À titre personnel, je suis plutôt du point de vue de Schopenhauer et du fait que la vie, c'est une oscillation entre ennui et souffrance. Et ça, c'est particulièrement vrai dans mon cas, parce qu'on pourrait considérer que la prépa, c'est une souffrance, même si c'est une souffrance relative. C'est désagréable, donc tu souffres, même si Schopenhauer, c'était plutôt la souffrance liée au manque dans sa théorie, mais du coup je déforme un peu, mais je l'utilise quand même différemment. C'est bon, c'est la souffrance. Et si j'arrête, c'est très probable que ce soit pas le bonheur que j'atteigne, mais l'ennui. Parce que si tu passes d'avoir très peu de temps à beaucoup de temps, généralement ta situation psychologique se dégrade encore beaucoup plus. Parce que tu as le temps de réfléchir et du coup, non seulement tu es dans l'ennui, mais en plus tu es dans le désespoir. Ce qui peut expliquer pourquoi il y a beaucoup de suicides d'ailleurs en début de grande école, quand tu passes d'un moment où tu n'as pas le temps de réfléchir sur ta vie, sur toi, sur ce que tu veux, à un moment où
tu as trop de temps pour réfléchir sur toi et ce que tu veux. Et je pense que le problème, c'est que j'ai été épuisé, j'ai fait une pause. Et à cause de cette pause, j'ai réfléchi à ce que je désirais. Et à cause de ça, ça remet tout en cause. Je ne sais plus ce que je veux. C'est vraiment problématique. Mais est-ce que c'est positif ou négatif? Ça, c'est très compliqué de répondre. Parce qu'on peut considérer que c'est négatif de faire quelque chose sans se demander pourquoi on le fait et de le faire simplement comme ça. Et qu'on ferait mieux de se demander s'il n'y a pas quelque chose de mieux à faire, donc de remettre en question. Mais on peut considérer que comme c'est quelque chose de positif qui, sur tous les points, est mieux que juste tout remettre en question, donc la prépa, hein, je parle, on peut considérer que c'est mieux de simplement travailler sans se poser de questions, essayer d'avoir une école et après se poser des questions. C'est le raisonnement de base. Mais c'est juste qu'en faisant ça, on accorde en réalité de l'importance à ce qui n'en a pas réellement, parce qu'on part du principe que c'est toujours plus positif de faire une prépa que de ne pas en faire. Ce qui est fondamentalement faux. Parce que, enfin, comment justifieriez-vous le fait que c'est toujours mieux de faire une prépa que de ne pas en faire? Si c'était le cas, il y aurait pas de suicide et en prépa, il n'y aurait pas de décrochage et autant de personnes malheureuses et mal dans leur peau dans ces situations. Je dis pas que c'est mon cas, hein, loin de moi l'idée d'en venir à de telles extrémités, parce que ce serait tout simplement une aberration, même si c'est vrai que la question la vie vaut-elle le coup d'être vécue est une vraie question, et que la réponse n'est pas du tout si évidente, parce que dans la mesure où, comme nous l'avons vu, généralement la vie n'est qu'une oscillation entre ennui et souffrance, est-ce que ça vaut le coup d'endurer ça pour au final très peu de plaisir? Et dans l'instant présent, j'ai pas la réponse. Et il est très probable que avoir trop de temps pour y réfléchir ne soit pas sain du tout. Donc, passons à la deuxième partie. Imaginons que j'ai arrêté. Il faut surtout que je sois objectif, ce qui est très compliqué parce que comme vous le savez, actuellement mon quotidien c'est la prépa. Et donc je désire profondément faire d'autres choses. Je désire profondément avoir d'autres activités, notamment faire ce que j'aime. Mais dans la vie, faire ce qu'on aime n'est pas nécessairement la meilleure solution parce que ça ne rend pas nécessairement heureux. Nous le verrons dans les inconvénients. Avantage. Imaginons que j'ai arrêté. Le premier avantage, on vient de le dire, c'est que je peux faire ce que j'aime. Je vais le mettre en première partie parce que c'est quand même le plus important. Je vais mettre temps libre. 2 points. Faire ce que j'aime. Qu'est-ce que c'est faire ce que j'aime? Je pense qu'on peut mettre la ragondinerie, même si c'est quelque chose que je fais dans tous les cas pendant la prépa, donc il n'y aurait pas une vraie différence. Je pense que j'aurais pas grand-chose à faire de plus là-bas. C'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose qui me détend. Et en réalité, qu'est-ce que j'aime faire? Du sport également, de la musculation et de la boxe, ce qui était très sain et ce qui m'a probablement empêché de craquer l'année dernière, parce que ça, enfin, ceux qui en ont fait comprendront. Mais j'ai fait l'erreur en début d'année dernière de lâcher parce que j'avais plus d'énergie, j'avais plus rien. En fait, ça fait 6 mois, ça fait depuis avril que je suis dans la même phase qui fait juste que s'empirer de plus en plus. C'est juste ça. Je pense qu'il n'y a jamais eu de mieux entre avril et maintenant. Parce qu'avril, c'est le premier moment où j'ai commencé à évoquer le fait d'arrêter la prépa. Et en fait, j'ai juste continué en décrochant toujours plus, en ayant toujours moins l'envie de travailler.
Ce qui fait que je me retrouve dans une situation bien pire parce qu'en avril, j'étais plutôt bon dans la prépa, j'avais des très bons résultats en maths, des résultats corrects en micro. Et là, comme j'étais dans une phase où la concentration était extrêmement difficile et l'envie n'était pas présente, bah, je suis passé dans les derniers, très logiquement dans les derniers. Et Méliodaf, je pense que je peux dire sans être irréaliste que mon rêve c'est de vivre de YouTube et d'être youtubeur streamer. C'est pas nouveau, on en avait parlé en début d'année dernière, on en avait parlé même il y a 2 ans. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos et ça fait 2 ans, enfin 1 an et demi, 2 ans que je sais que c'est ce que je veux faire professionnellement. Je voulais arrêter les études, ça ne s'est pas passé comme ça, vous l'aurez compris. J'ai un plan très sérieux pour YouTube. Si j'arrête, je pense que je pourrais atteindre en 3 ans 150 000 abonnés, on va dire. 3 ans, c'est long. Ça laisse l'opportunité de faire beaucoup de choses. Et je suis convaincu que 150 000 abonnés, c'est atteignable. Ce qui fait qu'en 3 ans, je pourrais, je pense, réalistement vivre, modestement certes, mais vivre de YouTube. Je vais pas commencer à dire 10 millions d'abonnés, j'ai pas fumé, hein. Je sais que 150 000 abonnés, c'est atteignable, c'est difficile, mais c'est atteignable avec beaucoup de travail. Et un des points forts de la prépa, c'est que ça m'a appris à travailler. Donc, contrairement à un grand nombre de concurrents sur YouTube qui travaillent, je sais pas, on va dire 5 heures par jour, je pourrais au début travailler comme je travaillais pour la prépa 10 à 13 heures par jour et donc avoir une grosse avance, même si j'ai un gros retard parce que j'ai commencé beaucoup plus tard. Donc en fait, je suis normal, quoi. Bon. Les avantages d'arrêter également, je vais mettre bien-être. Parce que même si j'en parle pas beaucoup, parce que vous le savez, en tant qu'homme, c'est toujours relativement difficile, surtout quand on a un taux de testostérone assez haut, parce qu'on a fait beaucoup de musculation, d'admettre qu'on est relativement bas. Quand je dis bas, c'est surtout psychologiquement, on va dire. Mais force est de constater, on est obligé de constater que c'est pas non plus le haut. Et j'ai commencé à me poser réellement des questions sur le fait que tu as prépa ou non quand je commençais à avoir vraiment envie de mourir. Je sais que c'est un discours, on me l'a souvent dit, je cite, petit con prétentieux qui devrait simplement se taire et travailler. Mais c'est tout, c'est comme ça, j'ai pas d'explication. Et j'ai le sentiment, même si je sais que c'est probablement inexact, que en arrêtant la prépa, en me déconnectant, en faisant une pause avant même de reprendre le travail sur YouTube, c'est possible d'aller mieux. J'en suis pas convaincu parce que je suis pas dans un état très objectif sur ce point-là. Mais l'idée est que en faisant quelque chose qu'on aime, on a peut-être plus envie de vivre. On va dire ça comme ça. Donc je vais mettre grand 2 bien-être, qu'on n'a clairement pas dans la prépa. On peut remarquer un fun fact, c'est que ça c'est tout en noir, et là j'ai écrit en rouge, qui est une couleur plus sympa. C'était pas désiré du tout, mais c'est assez amusant. Très honnêtement, le sentiment que j'ai actuellement, c'est que cette voie-là,
C'est vraiment une voie qui, sur le papier, est extrêmement positive, t'apporte le diplôme, t'apporte le travail, t'apporte le respect, t'apporte le fait que personne autour de toi va te faire chier en te disant que t'es en train de foutre ta vie en l'air, personne va te faire chier en te disant que tu prends des mauvaises décisions, personne va te regarder de haut en se disant que t'as raté ta vie. Et c'est pour ça que c'est la voie de la facilité, c'est parce que tu t'exposes pas à des réelles souffrances en continuant. Et c'est là où c'est assez ironique, c'est que tu souffres pour éviter des souffrances, et dans l'autre voie, tu ne souffres pas et tu t'exposes à des souffrances. Donc en gros, l'arbitrage, c'est est-ce que je préfère souffrir maintenant ou souffrir plus tard, mais je pense que c'est faux en réalité, parce que je suis plutôt certain que quand bien même mon entreprise ferait faillite, quand bien même j'échouerais sur YouTube, quand bien même ma carrière de pianiste ne marcherait pas et que je raterais absolument tout, je ne suis pas certain que je puisse être beaucoup plus bas en termes de morale que maintenant. J'ai pas besoin d'argent, vous savez, pour être heureux, je pense. Quand je dis que tout ce que je veux, c'est du calme, c'est quelque chose que je dis assez régulièrement, c'est très sérieux, c'est-à-dire, c'est très vrai, j'ai pas besoin de gagner beaucoup d'argent, je suis dans une famille qui gagne, tout le monde gagne beaucoup d'argent, donc il y a l'aspect, bah, il faut faire comme les autres, tu vois. Mais pour vivre, je suis convaincu qu'on peut très bien vivre avec un SMIC. Si t'as pas d'enfants, si t'as pas de famille, bien évidemment, mais t'as de quoi manger, t'as de quoi vivre, quoi. Et même si je deviens... ouais, c'est sûr, il faut réfléchir, parce que si tu fais un métier du genre caissier, livreur, des métiers qui sont accessibles sans diplôme, parce que j'ai que mon bac, c'est très dur à vivre psychologiquement. C'est à prendre en compte. C'est l'inverse de la réussite. C'est pas un échec, c'est l'inverse de la réussite. C'est-à-dire les gens te regardent de haut. Si les gens te regardent, parce que généralement les gens te regardent même pas, tes proches ne t'estiment pas vraiment, et c'est difficile d'être en harmonie avec toi-même, avec des métiers comme ça. C'est pour ça que je pense que quitte à faire ça, il vaut mieux faire des métiers où t'es pas regardé, comme gardien de parking, policier. Policier, ça reste une très belle voie, très noble. Pompier aussi, il y a plein d'options en réalité. C'est juste pas des options, on va te regarder en disant il a réussi, mais c'est des options, on va pas te regarder en disant il a raté. C'est le juste milieu. Donc si on me demande dans cette voie, en inconvénient, on peut bien évidemment mettre risque d'échec. On peut remarquer qu'assez ironiquement, on a marqué exactement la même chose en premier et dans l'autre, parce qu'il y a toujours le risque d'échec. Mais dans une voie, il y a beaucoup de portes de sortie. Dans la première, il n'y en a pas vraiment, il y a des masters, où tu mènes à peu près à la même chose. Là, c'est des trucs radicalement différents. Et on peut noter que la ragondinnerie, c'est instable. Admettons que ça fasse faillite. Comme ça, on ne le prend pas en compte. Je barre la ragondinnerie, ça ne rentre pas en compte dans mon raisonnement, parce que peu importe ce que je fais, c'est à peu près la même chose. Que je continue la prépa, que j'arrête la prépa, j'ai pas besoin de m'impliquer plus que ça. Je suis pas brasseur, je vais pas me mettre à brasser soudainement. Enfin, je pourrais donner un petit coup de main de temps en temps, mais c'est pas, ça rentre pas vraiment en compte dans le raisonnement. Le sport, c'est bien pour le bien-être, et bien-être, c'est quelque chose qui est utile, mais ce que j'ai envie de faire, et ce que mes proches n'ont pas forcément compris, quand j'ai discuté avec eux, je l'ai vu, c'est que moi, ce que je veux faire
au-delà d'être entrepreneur, parce qu'on raccourcit ça par entrepreneur généralement, c'est être youtubeur, streamer. Je pense que un de mes frères l'a plus compris que le reste de ma famille et que mes amis, certains de mes amis l'ont un peu compris, même si l'immense majorité des gens ne me prennent pas au sérieux parce que il y a une concurrence démentielle, c'est extrêmement dur. C'est certain, pour la plupart des gens, que c'est totalement impossible de réussir. Mais c'est ça, en réalité, si j'arrête, c'est pas tant pour être pianiste, c'est pas tant pour être un entrepreneur à succès, mais c'est pour milieu d'AF. Parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'anime, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce qui me donne envie. C'est ce qui me donne envie, point. C'est ce qui me donne envie, c'est ce qui me fait envie, c'est ce qui est. Je vous promets que de mémoire, si je devais citer les moments où j'étais le plus heureux dans ma vie, il y a le confinement où j'étais avec mon frère, ma soeur, et comme j'étais pas très souvent avec eux, enfin mon frère si, mais ma soeur non, c'était vraiment une belle période de ma vie, ça je la mettrais dans le top. Primaire, collège, j'ai pas assez de souvenirs. Et ces dernières années, notamment depuis la première où on peut dire que je suis relativement dans le relativisme et dans le fait que le bonheur n'existe pas, c'est plus ou moins ma thèse. Les moments où j'étais réellement en paix et heureux, c'est les moments où j'étais en stream, en train de tourner des grosses vidéos. J'en ai fait que deux ou trois des grosses vidéos, notamment la vidéo Pokémon. C'est pas des vidéos qui ont très bien marché, ça fait quelques centaines, quelques milliers de vues. Mais c'est des moments heureux. Par rapport à la prépa, c'est pas que je suis malheureux, c'est que je suis passif. C'est-à-dire, aller en cours, je me dis pas chouette, tu vas apprendre quelque chose, je me dis pas je vais passer 4 heures parce que c'est pas non plus si désagréable que ça pour moi. C'est vraiment j'y vais parce que je dois y aller quoi. Comme la plupart des gens avec leur travail, s'ils sont pas malheureux, ils sont pas heureux. Alors que si j'allais sur un tournage par exemple, je me dirais waouh. Et là, la plupart des gens rationnels diraient il faut séparer ce que tu veux faire de ce que tu fais et combiner les deux. Genre, il faut avoir une activité principale lucrative, donc dans mon cas, la prépa, puis une école, puis un métier, et à côté, faire l'activité qu'on aime. Comme ça, tu te stimules un peu, même si tu le fais moins, tu le fais le dimanche par exemple, tu le fais. Et c'est pas si faux parce que très rapidement, et ça c'est un des gros problèmes de l'humain, si je me mets à faire ça à temps plein, si je me mets vraiment dedans, en 2, 3, 4, 5 ans peut-être, ce sera devenu complètement normal. Et donc au final, je pense que j'aurai la même posture qu'avec la prépa, c'est-à-dire ça me stimulera plus autant, donc j'aurai envie de faire autre chose. C'est partiellement vrai parce que une des particularités de YouTube, c'est que c'est en constante évolution. Comme ta chaîne grandit petit à petit, que tu as de plus en plus d'abonnés, que tu as de plus en plus de moyens, tu peux faire des vidéos de plus en plus travaillées, tu peux faire des vidéos sur divers sujets. C'est très très compliqué. Franchement, je ne sais pas du tout ce que je veux. Donc, dans ma posture, le plus rationnel, c'est de se fermer le minimum de portes, en essayant tout de même d'atteindre un minimum de bien-être pour ne pas, ne pas avoir envie de mourir, quoi. Déjà, c'est pas mal. Donc, il faut faire un. En fait, rationnellement, il faut faire un entre-deux. Et ça, c'est une solution qui est très évoquée, c'est-à-dire, mec, si t'as pas envie d'aller dans une grande école, travaille moins, fais plus de ce que t'aimes, fais un peu de. Fais plus de sport, reprends YouTube,
mais continue la prépa et va dans un master, enfin dans une licence puis un master. Pas forcément ouf, mais vas-y. Comme ça, t'as une porte de sortie. Si tu veux, si t'es perdu dans ta vie, que t'as raté sur YouTube, que tu sais pas quoi faire, tu pourras retrouver un travail. Tu seras pas à la rue, tu seras pas. Mais très honnêtement, je sais pas si vous réalisez à quel point j'ai pas envie de faire ça. Et encore une fois, on revient sur le petit con trop gâté, égoïste, petite merde quoi, qui fait chier. Mais je suis convaincu que pour faire quelque chose aussi longtemps, il faut en avoir un minimum d'envie. On est dans une génération, dans une époque où l'envie, la volonté propre joue beaucoup. Il y a quelques années, quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire, si tu avais la possibilité de faire des études, tu fermais ta gueule, tu faisais tes études. Avec un peu de chance, enfin, si tu n'avais pas de chance, tu avais en plus toute la pression de ta famille qui était dans une situation catastrophique et qui comptait tous sur toi pour leur sortir. Donc si tu échouais, bah, c'est comme si tu avais tué toute ta famille, quoi. Donc tu t'échouais pas et tu sauvais ta famille. Et vraiment, si tu échouais, tu étais le symbole d'échec. Bah, si tu te suicidais pas, c'est surprenant, tu vois. Aujourd'hui, on est dans une société de la facilité, de fou. Si je rate tout, genre le gouvernement il va me filer de la thune pour que je survive. Et ça, c'est fou. De dire que je pourrais jamais, à part dans des cas extrêmes où tu sont dans des addictions sombres, échouer tellement que je ne pourrais pas rebondir parce qu'il y a des gens qui veulent m'aider. Et ces gens, c'est des associations, c'est bah, sans compter les proches, etc. Les associations, l'État français et tout. Et du coup, on est dans une époque où on dit fais ce que tu as envie de faire. Fais ce qui te fait vibrer, fais ce qui te donne envie de vivre. Parce que qui sait, demain tu seras peut-être mort. Et ce serait con d'avoir passé tes derniers jours à travailler pour un truc qui t'intéresse pas. En temps normal, j'ai cette manière de voir les choses parce que je me dis, et si demain je meurs? Sauf que il faut aussi qu'on pense, et si demain je ne meurs pas? Et si je me retrouve à 50 ans et que je suis juste un loser, quoi? Parce que j'ai pas voulu travailler quand j'avais 18 ans, du coup, bah j'ai rien. Et si je meurs pas? Ce qui est un peu paradoxal dans ce truc, c'est que le pire scénario serait celui où je ne meurs pas. Enfin, pour être plus précis, celui où à la fois j'échoue et à la fois je ne meurs pas. Et quand je réfléchis, je me dis, dans tous les cas, le pire scénario, c'est celui où je ne meurs pas. Le meilleur scénario, c'est donc celui où je meurs, peu importe ce qui se passe. Et on revient à la question, la vie vaut-elle le coup d'être vécue? Je ne peux pas réellement décemment faire ce que je veux. Il faut que je fasse quelque chose de désagréable pour réussir. Et potentiellement, tu vois, si je survis, bah être. Enfin, si je survis, si je vis, être bien, avoir réussi. En fait, on raisonne par rapport à l'échec, on raisonne pas par rapport au succès.
Là, quand on pense à la prépa, avant de penser à est-ce que je vais avoir le NS, on pense à ici, je n'ai pas le NS. Là, sur YouTube, si j'arrête la prépa, je réfléchis à et si l'entreprise fait faillite, et si YouTube ça marche pas, que je suis qu'une merde et que mes plans ne marchent pas, que personne ne s'intéresse malgré mon travail acharné. Et pourquoi on réfléchit pas en disant et si je réussis? Si je réussis, comme on l'a fait avec le NS, si je suis pris à l'ENS, et si je perds sur YouTube, bah il y a un truc qui est certain, c'est que je serai 1 milliard de fois plus heureux en ayant percé sur YouTube qu'en ayant réussi à l'ENS. Qu'en ayant une carrière professionnelle établie, en étant un chercheur, un prof ou même un bureaucrate, qu'en ayant même 60 000, 70 000 abonnés. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si j'avais sur Twitch 100 viewers, si j'avais sur YouTube 50 000 abonnés, 40 000, 30 000 abonnés même, je ne me poserais pas la question une seconde et j'arrêterais tout de suite. Parce que là, ce qui manque, c'est une seule chose, c'est l'idée que je peux réussir sur YouTube. Sauf que réellement, personne autour de moi n'y croit. À tel point que même moi, j'y crois relativement moyennement. Et si je continue, et si j'ai continué depuis avril la prépa, c'est uniquement parce que la probabilité que je réussisse le NS est plus forte encore que la probabilité que je perds sur YouTube. Et donc, il faut qu'on réfléchisse en termes de satisfaction ressortie des deux, qu'on fasse des ratios en réalité. Admettons que là, il y a eu, je sais pas, 5 personnes qui ont été prises à l'ENS dans la classe de l'année dernière, de ma prépa. On est 25, donc tu as une personne sur 5 qui est prise à l'ENS dans ma classe. On va vraiment faire raisonner simple, on va dire que tout le monde est au même niveau dans ma classe, ce qui est complètement faux. Et on va dire que, comme je suis pas dans les premiers, on va dire que j'ai pas une chance sur 5, mais une chance sur 7 de réussir. Donc je suis en concurrence contre 7 personnes. Sur YouTube, c'est pas une personne sur 7, c'est une personne sur 10 000 qui va percer. Sauf que ce qu'il faut également prendre en compte, c'est que ces 10 000 personnes sur YouTube, c'est des gens qui ne sont pas du tout à temps plein. C'est des gens qui font une vidéo par semaine, qui la montent eux-mêmes, donc peut-être une vidéo toutes les 2 semaines, et qui font ça à côté de leur vie, qui ne croient pas au fait qu'ils vont percer, et ceux qui percent, c'est souvent par hasard. Les gars, si vous saviez à quel point je ne sais pas quoi faire, c'est violent. Et je suis ravi d'avoir cette vidéo, parce que dans quelques années, et mine de rien, ça va arriver beaucoup plus vite que ce qu'on peut penser, bah, je serais vraiment content de regarder ça et de me dire qu'est-ce que j'ai été con. Pour une raison ou pour une autre, qu'est-ce que j'ai été con d'arrêter la prépa ou qu'est-ce que j'ai été con de pas arrêter la prépa, je sais pas. Très honnêtement là, j'ai juste envie de partir 1 mois, 2 mois, 3 mois au bout du monde et de dormir 3 mois. Mais je peux pas parce que j'ai la prépa dans un premier temps et j'ai des obligations avec mon entreprise, j'ai pas la possibilité de partir si longtemps. Et en plus, vous aurez peut-être cerné mon profil, mais je ne supporterai pas non plus l'idée de ne pas être productif. Parce que, outre le fait qu'il y a un aspect relativement dépressif de ma personnalité, la personnalité de base, c'est quelqu'un d'extrêmement actif, qui a envie de réussir, qui depuis quelques années en tout cas a envie de devenir riche, en citant ses propos.
qui a envie de devenir une figure d'inspiration, qui a envie de devenir potentiellement célèbre. Mais le problème, c'est que plus on avance et plus cette personne perd du terrain par rapport à la version déprimée, quoi. C'est pas compliqué. En seconde, en première, en terminale, même en première année de prépa, j'allais genre à la salle 4-5 fois par semaine. Je travaillais, je me concentrais. Là, je fais plus rien. Non seulement je suis pas performant à la prépa, en plus j'ai tout arrêté. Je fais plus de sport, je fais plus de vidéos, je fais plus rien. Je pense réellement que j'aurais eu beaucoup plus de chances de réussir en prépa si j'étais pas, avant même d'entrer en prépa, déprimé. Je ne sais pas à quoi c'est dû, c'est potentiellement une maladie. Je consulte un psychologue, donc on en saura plus dans quelques semaines. Mais c'est sûr que ça n'aide pas. Je sais pas si avec cette vidéo vous aurez la même conclusion que moi, c'est probable que non, parce que tout le monde a de base ses idées avant même d'avoir regardé le développement. La plupart avaient déjà leur idée en tête de est-ce que c'est mieux de continuer, est-ce que c'est mieux d'arrêter. Le développement était nul, désorganisé, pas clair. Mais je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis pas capable de faire quelque chose de clair, de précis. Parce que moi-même, c'est pas du tout clair dans ma tête. Donc bon. Ce qui est certain, c'est que mon envie, entre guillemets, impulsive du moment, c'est d'arrêter et de faire ce que j'aime. C'est ce que recommande la société. C'est ce que recommande une majorité de personnes. Même à un certain niveau, mes parents, qui de base sont très peu compréhensifs, l'ont admis, mais eux, c'est pas pour l'aspect ce serait dommage de ne pas faire ce que t'aimes, c'est plus pour l'aspect bien-être, on va dire. Parce qu'ils ont potentiellement remarqué que ça allait pas hyper bien. Bon, c'est peut-être dû au fait que j'avais fugué. Franchement, j'aurais dû fuguer d'un coup et partir réellement au bout du monde. Parce que là, c'est vrai que la situation n'a pas changé du tout. En réalité, c'est juste une torture d'esprit. Parce que ça fait 6 mois que je sais ce que je veux. Je veux arrêter. C'est ça, c'est la question se pose pas. La question, c'est est-ce que je dois faire ce que je veux ou est-ce que je dois faire ce qui est le plus rentable? Très honnêtement, assez naïvement, je dirais, la conclusion que je ferais, c'est que je veux faire ce que j'aime. Pas tellement parce que je ne veux pas faire ce que j'aime pas, mais parce que j'ai espoir de retrouver un bien-être élevé. Et je sais que ça fait vraiment petite merde qui se plaint parce que j'ai une vie fantastique, j'ai tout pour être heureux et je ne le suis pas. Malheureusement, la vie, c'est un peu plus compliqué que ce qu'il n'y paraît, et c'est pas parce qu'on a tout qu'on est heureux. La psychologie est quelque chose de très complexe. Je ne saurais pas l'expliquer, et c'est probable que l'immense majorité des personnes ne sachent pas le faire non plus. Mais dans la mesure où ce que je souhaite intrinsèquement, c'est du calme,
et que le seul manque de calme qu'il y aurait en faisant ce que j'aime, c'est mes proches qui s'inquiéteraient pour moi, je pense que la bonne solution, c'est d'arrêter. C'est une solution qui est difficile à appliquer, parce qu'il faut confronter l'administration, il faut confronter tout le monde. Et je vous l'aurais peut-être cerné, mais j'ai pas du tout envie. Mais alors, pas du tout de confronter, par exemple, ma prof et de dire j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de partir, qu'on me dise pourquoi et que je sache pas réellement expliquer, que on ait juste l'impression que je suis un lâcheur, une merde. Mais je suis également convaincu que le plus sain, c'est de ne pas s'arrêter à l'image que les autres ont de nous et d'essayer de donner le meilleur de soi-même. C'était une vidéo de réflexion très désorganisée. On va donc appeler cette vidéo réflexion désorganisée. On n'est pas arrivé à une conclusion, mais je recommencerai ça jusqu'à ce que j'ai la solution et que cette solution soit fixe et que je l'applique. Je vais aller me coucher. Salut.